Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux histoires extraordinaires de survie et d'ingéniosité humaine. Aujourd'hui, nous vous racontons l'incroyable épopée de Pierre Montagnard, ingénieur à la retraite de Grenoble, qui a défié les sarcasmes de tout son quartier en construisant ce que ses voisins appelaient ironiquement sa cabane double. Cette construction atypique, édifiée dans son jardin entre 2018 et 2020, allait se révéler être bien plus qu'une simple lubie d'inventeur. Un refuge salvateur lors de la tempête de neige historique de février 2021 qui paralysa les Alpes françaises pendant une semaine entière. Cette histoire vraie nous révèle comment la persévérance, l'ingéniosité et une vision à long terme peuvent transformer les moqueries d'aujourd'hui en admiration de demain. Pierre Montagnard nous enseigne que l'innovation naît souvent de l'incompréhension et que les solutions les plus efficaces peuvent paraître absurdes aux yeux de ceux qui ne comprennent pas encore leur génie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Coat pour découvrir d'autres récits fascinants d'innovation et de survie. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous inspire et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous encourage à continuer de partager ces histoires qui prouvent que l'ingéniosité humaine peut triompher de tous les défis. Préparez-vous à découvrir comment un homme ordinaire est devenu le héros inattendu de sa communauté. Paragraphe 1. L'histoire de Pierre Montagnard commence en 2018, dans le paisible quartier résidentiel des Cèdres, à Échirolles, près de Grenoble. Cet ingénieur de 62 ans, fraîchement retraité après une carrière de 40 années dans l'industrie aéronautique, avait acquis une réputation d'excentrique bienveillant parmi ses voisins. Sa passion pour les innovations techniques, ses expériences bricolées dans son garage et sa tendance à tester des solutions non conventionnelles amusaient autant qu'elles agaçaient les habitants de cette banlieue tranquille où la conformité architecturale était une tradition respectée. Montagnard, homme de taille moyenne aux cheveux grisonnants et aux yeux vifs brillants d'intelligence technique, avait toujours été obsédé par l'autonomie énergétique et la résilience face aux catastrophes naturelles. Son expérience professionnelle dans l'aéronautique l'avait sensibilisé aux questions de sécurité, de redondance des systèmes et de résistance aux conditions extrêmes. Dans l'aviation, expliquait-il souvent à sa femme Monique, on ne construit jamais un seul système. On en construit toujours deux au cas où le premier faillirait. Cette philosophie de la double sécurité allait bientôt prendre une forme architecturale spectaculaire. L'idée de sa cabane double germa lors de l'hiver rigoureux de 2017-2018, quand une panne électrique générale priva le quartier d'électricité pendant 3 jours. Montagnard, contraint de chauffer sa maison avec sa cheminée et de s'éclairer à la bougie, réalisa l'extrême vulnérabilité des habitations modernes face aux aléas climatiques. Nous vivons dans des maisons qui deviennent inhabitables dès que l'électricité manque, constatait-il amèrement. Il faut créer un système de secours complètement autonome. Cette réflexion marqua le début d'une obsession technique qui allait transformer son existence. Ses recherches approfondies sur les techniques de construction ancestrales et les innovations énergétiques modernes le menèrent à concevoir un projet révolutionnaire. Construire dans son jardin une structure hybride combinant les avantages d'une maison traditionnelle en bois et d'une habitation high-tech autonome. Cette cabane double devait fonctionner comme un refuge de secours capable de maintenir une famille en vie et en confort pendant des semaines, indépendamment de tout réseau extérieur. Le projet initial prévoyait une structure de 40 mètres carrés divisée en 2 parties complémentaires mais distinctes. La première partie, qu'il appelait l'espace vital, combinait salon, cuisine et chambre dans un agencement optimisé inspiré des cabines d'avion. La seconde partie, l'espace technique, abritait tous les systèmes d'autonomie, générateurs, batteries, réservoirs d'eau, stocks de nourriture, équipements de communication d'urgence. Cette séparation fonctionnelle permettait de maintenir l'habitation principale, même en cas de panne, dans les systèmes techniques. L'obtention du permis de construire révéla les premières résistances administratives et sociales à son projet. Les services d'urbanisme d'Échirolles, habitués aux demandes classiques d'extension ou d'abri de jardin, ne savaient comment classer cette construction atypique
qui ne correspondait à aucune catégorie réglementaire standard. Monsieur Montagnard, lui expliqua poliment l'architecte conseil de la mairie. Votre projet est techniquement réalisable, mais architecturalement inhabituel pour notre quartier. Cette première incompréhension administrative préfigurait les réactions de ses voisins. Les travaux commencèrent en juin 2018 dans une ambiance de curiosité amusée qui se transforma progressivement en perplexité, puis en agacement ouvert de la part du voisinage. La livraison de matériaux non conventionnels, panneaux solaires surdimensionnés, isolants ultra-performants, citernes d'eau de 1000 litres, générateurs électriques, alimentait les ragots et les interrogations. « Qu'est-ce qu'il fabrique, Pierre ?» chuchotait Madame Durand par-dessus la haie mitoyenne. « On dirait qu'il se prépare à la fin du monde. » Monique Montagnard, ancienne institutrice habituée à la discrétion provinciale, souffrait de cette exposition involontaire au commérage du quartier. « Pierre », le suppliait-elle régulièrement, « tes voisins commencent à dire que tu deviens fou. Peut-être pourrions-nous construire quelque chose de plus. Normal. » Mais son époux, porté par sa vision technique et sa conviction profonde, poursuivait inexorablement ses travaux, persuadé que l'avenir lui donnerait raison. L'été 2018 vit s'élever progressivement cette construction hors norme qui défigurait, selon les voisins, l'harmonie architecturale du quartier. La structure principale, réalisée en madriers de mélèze massif assemblés selon des techniques scandinaves, contrastait violemment avec les pavillons contemporains environnants. Les panneaux solaires, qui recouvraient l'intégralité de la toiture sud, les antennes de communication qui hérissaient le faîtage et surtout les doubles cloisons apparentes qui donnaient à l'ensemble un aspect de bunker technologique choquaient l'esthétique résidentielle conventionnelle. « C'est une horreur !» s'exclamait ouvertement M. Leblanc, retraité des PTT et président autoproclamé du comité de défense du cadre de vie des Cèdres. Cette chose défigure complètement notre quartier. Et en plus, on ne sait même pas à quoi ça sert. Cette hostilité esthétique masquait en réalité une incompréhension profonde face à un projet qui échappait aux codes sociaux et architecturaux de cette banlieue bourgeoise, où la discrétion était une vertu cardinale. Paragraphe 2. L'achèvement de la structure principale en octobre 2018 marqua l'apogée des critiques du voisinage et le début de ce que Montagnard appellerait plus tard l'année des sarcasmes. Sa cabane double, désormais visible dans toute sa complexité architecturale, provoquait des réactions qui oscillaient entre perplexité amusée et franche hostilité. Les 40 mètres carrés de la construction paraissaient considérables dans le jardin de 800 mètres carrés, et leur aspect résolument fonctionnel jurait avec l'esthétique pavillonnaire environnante. La partie la plus controversée était sans conteste le système de ventilation et de filtration d'air visible de l'extérieur. Montagnard avait installé un dispositif inspiré des bunkers militaires, capable de maintenir une surpression interne et de filtrer l'air extérieur en cas de pollution ou de conditions météorologiques extrêmes. Cette installation, hérissée de conduits et de grilles, donnait à sa cabane un aspect de station spatiale qui alimentait les plaisanteries du quartier. « Pierre se prépare pour Mars », ironisait régulièrement Michel Rousseau, son voisin de gauche. L'hiver 2018-2019 offrit à Montagnard ses premières opportunités de tester ses systèmes en conditions réelles. Sa cabane, équipée d'un système de chauffage hybride combinant poêle à bois, haute efficacité et chauffage électrique alimenté par batterie et panneaux solaires, maintenait une température constante de 20 degrés, même par les nuits les plus froides, tout en consommant moins d'énergie que les maisons voisines. Ses performances techniques, mesurées et documentées méthodiquement, ne parvenaient cependant pas à convaincre un voisinage plus sensible à l'esthétique qu'à l'efficacité énergétique. Le printemps 2019 vit naître les premiers surnoms moqueurs qui accompagneraient désormais toutes les conversations de quartier concernant le projet de Montagnard. La cabane de l'Apocalypse, le bunker du bricoleur, la maison de l'extraterrestre, fleurissaient dans les discussions entre voisins. Le plus durable fut la cabane double, prononcée avec une ironie appuyée, référence directe aux explications techniques que Montagnard prodiguait patiemment à quiconque manifestait une once de curiosité pour ses innovations.
L'été 2019 marqua un tournant dans les relations de voisinage, quand Montagnard commença l'installation de ses systèmes de stockage alimentaire. La livraison de conserves en quantités industrielles, de sacs de céréales de 50 kg et d'un congélateur armoire fonctionnant à l'énergie solaire déclencha une nouvelle vague de commentaires. Il stocke de la nourriture pour 10 personnes pendant 6 mois, calculait Madame Martin, comptable à la retraite et observatrice assidue des allées et venues de ses voisins. Soit il nourrit une secte, soit il attend la fin du monde. Et ses préparations alimentaires s'inscrivaient pourtant dans une logique technique rigoureuse que Montagnard expliquait volontiers à qui voulait l'entendre. L'autonomie énergétique sans autonomie alimentaire n'a aucun sens, argumentait-il. En cas de catastrophe naturelle, les circuits de distribution sont les premiers à être interrompus. Il faut pouvoir tenir plusieurs semaines sans approvisionnement extérieur. Cette rationalité prévisionnelle, évidente pour un ingénieur habitué à anticiper les défaillances, paraissait de la paranoïa pure aux yeux de voisins confiants dans la permanence des services modernes. L'automne 2019 vit l'installation du système de communication d'urgence qui acheva de convaincre le voisinage que Montagnard avait définitivement versé dans l'excentricité pathologique. Une antenne radio amateur de 15 mètres de hauteur, capable d'émettre et de recevoir sur toutes les bandes de fréquences d'urgence, fut érigée dans son jardin malgré les protestations véhémentes du voisinage. Maintenant, il se prend pour un agent secret, ironisait Leblanc. Cette antenne enlaidira tout le quartier, et en plus elle va nous griller le cerveau avec ses ondes. Les explications techniques de Montagnard sur l'importance vitale des communications en situation de crise ne parvenaient pas à apaiser les inquiétudes esthétiques et sanitaires de ses voisins. En cas de catastrophe naturelle, expliquait-il patiemment, les réseaux téléphoniques et Internet sont les premiers à tomber en panne. La radio amateur est souvent le seul moyen de communication qui fonctionne encore. C'est ce qui permet d'organiser les secours et de coordonner l'aide. Cette logique de précaution, fondée sur l'analyse des catastrophes naturelles récentes, était perçue comme une obsession morbide par un voisinage habitué au confort moderne. L'hiver 2019-2020 offrit une première validation partielle des choix techniques de Montagnard. Lors d'une panne électrique qui affecta le quartier pendant 12 heures par 5 degrés C, sa cabane double continua à fonctionner normalement grâce à ses batteries et son système de chauffage autonome. Pendant que ses voisins grelottaient dans leur maison refroidie et cherchaient un refuge chez des proches non affectés par la panne, Montagnard et sa femme dînaient tranquillement dans leur refuge, éclairés et chauffés comme si rien ne s'était passé. Cette démonstration pratique de l'utilité de ces préparations ne suscita cependant qu'un intérêt poli du voisinage. « C'est bien pour lui », commentait Madame Durand, « mais une panne de 12 heures, ce n'est pas la fin du monde non plus. On peut bien avoir un peu froid pendant une demi-journée. » Cette minimisation révélait l'incapacité du voisinage à concevoir qu'une panne de quelques heures pouvait annoncer des catastrophes plus durables et plus graves. Le printemps 2020 et la pandémie de Covid-19 donnèrent une nouvelle dimension aux préparations de Montagnard. Son système de filtration d'air, ses stocks alimentaires et son isolement volontaire prenaient soudain une résonance d'actualité troublante. Cependant, plutôt que de reconnaître sa prescience, le voisinage y voyait une coïncidence fortuite. Il a eu de la chance, admettait Rousseau, mais ce n'est pas parce qu'on traverse une pandémie qu'il faut vivre comme un ermite dans une cabane de survie. Cette réticence à reconnaître la pertinence de ses anticipations révélait l'orgueil blessé d'une communauté qui refusait d'admettre qu'elle avait pu se tromper sur l'un de ses membres. Checure. Paragraphe 3. L'année 2020 marqua une évolution significative dans l'approche de Montagnard qui, encouragé par la validation partielle de ses concepts lors des diverses crises de l'année, entreprit la phase finale de perfectionnement de sa cabane double. Les enseignements tirés du confinement Covid, des pannes électriques répétées et des épisodes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents le convainquirent d'ajouter plusieurs systèmes de sécurité supplémentaires à son installation. Cette phase d'optimisation allait transformer sa construction déjà atypique en véritable forteresse technologique. L'installation d'un système de récupération et de purification de l'eau de pluie marqua le début de cette nouvelle phase. Montagnard fit installer une citerne enterrée de 5000 litres reliée à un système de filtration multicouche
capable de transformer l'eau de pluie en eau potable de qualité pharmaceutique. Cette installation nécessita des travaux de terrassement qui provoquèrent de nouveaux remous dans le voisinage. « Maintenant, il creuse des tunnels !» s'alarmait Madame Martin. « Qu'est-ce qu'il prépare? Un abri antiatomique !» Ces travaux, pourtant parfaitement légaux et déclarés, alimentaient des fantasmes les plus extravagants sur les véritables intentions de l'ingénieur retraité. Le système d'éclairage autonome fut également entièrement repensé pour garantir un fonctionnement optimal, même en cas de plusieurs semaines sans soleil. Montagnard installa un éclairage LED basse consommation alimenté par un parc de batteries lithium-ion dimensionné pour tenir 15 jours sans recharge. Cette installation, complétée par un petit générateur diesel de secours, garantissait un éclairage constant quelles que soient les conditions extérieures. Ces améliorations techniques, expliquées avec passion à quiconque manifestait un semblant d'intérêt, renforçaient l'image d'obsessionnel que cultivait involontairement Montagnard. L'été 2020 vit l'installation du système le plus controversé, un laboratoire d'analyse et de production alimentaire de base installé dans la partie technique de la cabane. Équipé d'un germoir automatique, d'un système hydroponique compact et même d'un petit laboratoire de bactériologie pour contrôler la qualité de l'eau et des aliments, cet espace permettait de produire des légumes frais et de maintenir une alimentation équilibrée en autarcie complète. « Il se prend pour un scientifique maintenant », commentait sarcastiquement Leblanc. Bientôt, il va faire pousser des radis sur Mars. Cette dimension productive de sa cabane correspondait à la philosophie globale de Montagnard, qui refusait de concevoir la survie comme une simple conservation de l'existant. Il ne suffit pas de stocker, expliquait-il. Il faut aussi pouvoir renouveler et produire. Une véritable autonomie implique la capacité de régénérer ses ressources. Cette vision dynamique de la préparation contrastait avec l'image statique du survivaliste paranoïaque que véhiculaient ses détracteurs. L'automne 2020 fut consacré aux finitions et aux tests d'intégration de tous les systèmes. Montagnard organisa plusieurs simulations de vie en autonomie complète, où lui et sa femme s'installaient dans la cabane pendant plusieurs jours, sans aucun contact avec les réseaux extérieurs. Ces exercices, minutieusement documentés et analysés, révélèrent les derniers points faibles à corriger et valider l'efficacité globale de l'installation. Pierre fait ses manœuvres militaires, plaisantaient les voisins en voyant ses simulations. Heureusement que l'ennemi, c'est juste la météo. Ces tests révélaient effectivement quelques dysfonctionnements mineurs qui furent méthodiquement corrigés. Le système de ventilation fut optimisé pour réduire les nuisances sonores, l'isolation thermique renforcée dans certaines zones et l'ergonomie de l'espace vital améliorée après plusieurs nuits d'expérimentation. Cette approche itérative typique de l'ingénierie moderne garantissait une fiabilité maximale de l'installation finale. Monique, initialement réticente, commençait à apprécier le confort spartiate mais efficace de leur refuge de secours. L'hiver 2020-2021 commença de manière relativement clémente, confortant les voisins dans leur conviction que les préparations de Montagnard étaient excessives pour le climat tempéré de la région grenobloise. « Nous ne sommes pas en Sibérie », proclamait régulièrement Rousseau. « Les hivers sont de plus en plus doux avec le réchauffement climatique. Toute cette installation est un gaspillage pour se protéger de dangers qui n'existent plus. » Cette confiance dans la prédictibilité climatique allait bientôt être mise à rude épreuve. Les premiers signes annonciateurs de la tempête historique de février 2021 apparurent vers la mi-janvier sous forme de perturbations météorologiques inhabituelles. Montagnard, qui suivait attentivement les bulletins météorologiques, spécialisé grâce à son équipement radio, observait avec inquiétude la formation d'un système dépressionnaire exceptionnel au-dessus de l'Atlantique Nord. Ses connaissances en météorologie, acquises lors de sa formation aéronautique, lui permettaient d'interpréter des signes que ne remarquaient pas ses voisins. Un système très inhabituel se forme, expliquait-il à Monique fin janvier. Les modèles météorologiques montrent une convergence de masses d'air qui pourrait créer une tempête de neige exceptionnelle. Si ça se confirme, nous pourrions avoir des chutes de neige comme on n'en a pas vu depuis 1956. Ces prédictions, fondées sur une analyse technique rigoureuse, étaient accueillies avec scepticisme par un voisinage habitué aux hivers de plus en plus doux des dernières décennies. Le 1er février 2021,
quand Météo France émit ses premiers bulletins d'alerte orange-neige-verglas pour les Alpes, Montagnard commença discrètement ses préparations finales. Vérification complète de tous les systèmes, test des générateurs, contrôle des stocks alimentaires, charge maximale des batteries. Tout était prêt pour affronter l'épreuve qu'il pressentait venir. Pierre s'agite encore, observèrent les voisins. Pour un petit épisode neigeux, il se met en configuration guerre. Cette dernière moquerie allait bientôt laisser place à un respect forcé pour la clairvoyance de l'ingénieur retraité. Paragraphe 4. Le 8 février 2021 au matin, quand les premiers flocons commencèrent à tomber sur Échirolles, rien ne laissait présager l'ampleur exceptionnelle de ce qui allait devenir la tempête de neige la plus importante de la région depuis 65 ans. Les prévisions météorologiques officielles annonçaient quelques centimètres de neige avec possible gêne à la circulation. Prédiction rassurante qui confortait les habitants du quartier des Cèdres dans leur routine hivernale habituelle. Seul Montagnard, analysant les données de ses stations météorologiques personnelles et les bulletins radio spécialisés, pressentait l'imminence d'un événement climatique majeur. Vers 10 heures du matin, l'intensité des chutes de neige augmenta brutalement, passant de quelques flocons épars à un véritable rideau blanc qui réduisait la visibilité à moins de 50 mètres. Cette intensification soudaine surprit complètement les services météorologiques officiels qui durent réviser leurs prévisions à la hausse toutes les 2 heures. Nous assistons à un phénomène exceptionnel, admit le présentateur météo de France 3 Alpes lors du bulletin de 13 heures. Les modèles météorologiques ont sous-estimé l'intensité de cette perturbation qui prend désormais des proportions historiques. Dans le quartier des Cèdres, la première réaction fut l'émerveillement ludique habituel face aux chutes de neige. Les enfants sortaient avec leurs luges improvisées, les adultes s'amusaient de cette vraie neige si rare dans la région grenobloise en plaine. Madame Durand téléphonait même à sa sœur de Marseille pour lui décrire ce magnifique spectacle hivernal qui nous rappelle notre enfance en montagne. Cette euphorie initiale contrastait avec l'inquiétude croissante de Montagnard qui observait depuis sa cabane l'accumulation alarmante de neige fraîche. Vers 15 heures, quand l'épaisseur de neige atteignait déjà 15 cm et que les chutes ne montraient aucun signe de ralentissement, les premières difficultés apparurent. Les voitures garées dans la rue commençaient à disparaître sous le manteau blanc. Les branches des arbres ployaient dangereusement, sous le poids de la neige collante. Et surtout, la circulation automobile devenait problématique malgré les efforts des services de voirie. C'est impressionnant, reconnaissait Michel Rousseau, mais bon, ça va bien finir par s'arrêter. Ce n'est pas la première fois qu'il neige à Grenoble. Cette confiance dans la normalisation rapide de la situation fut mise à mal vers 18 heures, quand la première panne électrique affecta un transformateur du quartier, privant d'énergie une dizaine de maisons. Cette coupure, initialement attribuée à une surcharge du réseau due au chauffage intensif, révélait en réalité la fragilité des infrastructures face à l'accumulation de neige sur les lignes électriques. Montagnard, observant depuis sa cabane parfaitement éclairée et chauffée la panique naissante de ses voisins plongés dans l'obscurité, ressentait un mélange de satisfaction technique et d'inquiétude humaine. La nuit du 8 au 9 février transforma radicalement la perception de la situation. Les chutes de neige, loin de s'atténuer, s'intensifièrent encore pour atteindre une accumulation de plus de 40 cm au lever du jour. Plus grave, le vent s'était levé, créant des congères de plus d'1 mètre qui bloquaient complètement certaines rues du quartier. « Ce n'est plus drôle du tout, plus », constatait Leblanc en découvrant sa voiture entièrement ensevelie et son portail devenu inaccessible. Le 9 février au matin révéla l'ampleur de la catastrophe en cours. Les services municipaux, débordés par l'exceptionnalité de la situation, ne parvenaient plus à déneiger les routes secondaires. Les transports en commun étaient interrompus, la plupart des commerces fermés et surtout, de nouvelles pannes électriques affectaient progressivement l'ensemble du réseau. Nous faisons face à une situation inédite, admettait le maire d'Échirolles lors d'une conférence de presse d'urgence. Nos équipes font leur maximum, mais l'ampleur de cette tempête dépasse nos capacités d'intervention habituelles. Dans le quartier des Cèdres, l'ambiance avait complètement changé.
L'émerveillement ludique du premier jour laissait place à une inquiétude croissante face à l'accumulation de difficultés pratiques. Les habitants découvraient progressivement leur vulnérabilité face à un événement météorologique qu'ils n'avaient pas anticipé. « Nous n'avons plus de pain depuis hier », se plaignait Madame Martin. « Le boulanger ne peut plus livrer, et nous ne pouvons pas aller en ville à pied avec cette neige. Heureusement que nous avons quelques conserves. » Cette prise de conscience de leur dépendance aux services extérieurs contrastait avec la sérénité de Montagnard, qui, depuis sa cabane double parfaitement autonome, assistait à cette révélation collective, sans aucune anxiété personnelle. Ses stocks alimentaires, ses systèmes énergétiques indépendants et sa préparation méthodique lui permettaient d'envisager cette situation non pas comme une catastrophe, mais comme une intéressante validation de ses théories. Finalement, confiait-il à Monique, nous sommes plus confortables ici que dans notre maison principale. Nos systèmes fonctionnent parfaitement. Vers midi le 9 février, quand une nouvelle panne électrique majeure priva d'énergie l'ensemble du quartier pour une durée indéterminée, la situation bascula définitivement du dérangement temporaire à la crise véritable. Les habitants découvraient brutalement que leur maison moderne, entièrement dépendante de l'électricité pour le chauffage, l'éclairage et même l'eau chaude, devenait rapidement inhabitable sans alimentation électrique. « Comment fait-on pour chauffer maintenant ?» s'interrogeait anxieusement Rousseau. « Nos radiateurs électriques ne marchent plus, et nous n'avons même pas de cheminée. » C'est alors que les regards se tournèrent, pour la première fois depuis 3 ans, vers la cabane double de Montagnard qui continuait à rayonner de lumière et de chaleur dans ce paysage assombri et refroidi. La fumée qui s'échappait de son conduit de cheminée, les fenêtres éclairées qui brillaient dans la nuit tombante, et surtout l'activité normale qui régnait dans cet îlot de civilisation autonome commençait à susciter non plus des moqueries, mais une curiosité mêlée de respect pour la prévoyance de l'ingénieur retraité. Paragraphe 5. Le 10 février 2021, 3e jour de la tempête, marqua le tournant psychologique décisif pour les habitants du quartier des Cèdres. L'accumulation de neige atteignait désormais 70 cm en terrain dégagé et plus de 2 mètres dans les congères formées par le vent, transformant ce paisible quartier résidentiel en paysage arctique impraticable. Plus grave encore, les pannes électriques se multipliaient et s'aggravaient, privant progressivement l'ensemble du secteur d'énergie pour des durées de plus en plus longues. La température extérieure, descendue à 8 degrés, transformait les maisons non chauffées en glacières inhabitables. La première demande d'aide formulée à Montagnard vint de sa voisine immédiate, Madame Durand, veuve de 68 ans, qui vivait seule dans sa maison privée d'électricité depuis la veille au soir. Vers 9 heures du matin, emmitouflée dans tous ses manteaux et tremblant de froid, elle se présenta devant la cabane double avec une humilité qui contrastait avec ses moqueries passées. « Monsieur Montagnard !» balbutia-t-elle. « Je sais que nous ne nous sommes pas toujours bien entendus à propos de votre construction, mais pourriez-vous m'aider? Ma maison est glacée et je ne sais plus quoi faire. » Montagnard, qui observait depuis 2 jours l'évolution de la situation dans le quartier avec un mélange de compassion et de satisfaction technique, accueillit sa voisine sans le moindre reproche. « Madame Durand, » répondit-il simplement, « entrez donc vous réchauffer. Monique va vous préparer un café chaud. » Cette réaction immédiate et généreuse, dénuée de tout triomphalisme, révélait la qualité humaine de l'homme derrière l'inventeur incompris. La cabane double, conçue pour l'autonomie familiale, s'ouvrait naturellement à la solidarité de voisinage. L'accueil de Madame Durand dans l'espace vital de la cabane lui révéla un niveau de confort et d'équipement qui la stupéfia. Éclairage. LED chaleureux, température constante de 21 degrés C, eau chaude abondante, cuisinière fonctionnelle, connexion Internet satellite, radio d'information. Tout fonctionnait parfaitement, comme si aucune crise n'affectait l'extérieur. « Mon Dieu !» murmurait-elle en découvrant cet îlot de normalité. « Comment avez-vous fait? C'est mieux équipé que ma propre maison. » Cette reconnaissance émerveillée de l'efficacité de ces systèmes
comblait Montagnard après 3 années d'incompréhension générale. Vers midi, l'arrivée d'une nouvelle famille en détresse, les Rousseau, avec leurs 2 enfants, transforma la cabane double en véritable centre d'accueil de fortune. Michel Rousseau, qui avait été l'un des moqueurs les plus persistants, se présentait maintenant avec ses enfants frigorifiés et son épouse épuisée par une nuit sans chauffage. « Pierre, déclara-t-il avec une dignité douloureuse, je me suis trompé sur votre compte. Pouvez-vous nous aider? Les enfants n'en peuvent plus. » Cette reconnaissance publique de son erreur de jugement touchait Montagnard plus que tous les compliments techniques qu'il aurait pu recevoir. L'espace vital de 40 mètres carrés, initialement conçu pour 2 personnes, révélait sa remarquable optimisation en accueillant confortablement 8 personnes. Le design inspiré des cabines d'avion permettait une utilisation multifonctionnelle de chaque zone. Salon le jour, dortoir la nuit, salle de classe pour les enfants, infirmerie si nécessaire. « C'est incroyable, » observait Monique Rousseau. « On ne se marche pas dessus, malgré l'exiguïté. Tout est pensé pour l'efficacité. » Cette validation de ces choix d'aménagement par des utilisateurs contraints justifiait les années de recherche et d'expérimentation de Montagnard. L'après-midi du 10 février vit arriver successivement d'autres familles du quartier, créant une micro-communauté de survivants rassemblés autour de la cabane double. Leblanc et sa femme, les Martin et leur fille adolescente, même le jeune couple Bertrand avec leur bébé, tous ceux qui avaient moqué ou critiqué cette construction atypique venaient maintenant chercher refuge auprès de l'homme qu'ils avaient considéré comme un excentrique dérangeant. Cette ironie de la situation n'échappait à personne, mais l'urgence de la survie balayait les considérations d'amour-propre. La gestion de cette communauté temporaire révéla les qualités organisationnelles de Montagnard qui, fort de son expérience industrielle, mit en place un système de fonctionnement collectif remarquablement efficace. Rotation pour les repas, planning d'occupation des espaces, répartition des tâches, organisation des communications avec l'extérieur. Tout fut structuré pour optimiser le confort et l'harmonie du groupe. « Pierre nous dirige comme un chef d'équipe », observait Leblanc. « Et franchement, c'est rassurant d'avoir quelqu'un qui sait ce qu'il fait. » La révélation la plus impressionnante pour les réfugiés fut la découverte des réserves alimentaires de Montagnard. Les stocks soigneusement constitués et gérés permettaient de nourrir convenablement 15 personnes pendant plusieurs semaines sans aucune pénurie. Conserves variées, légumes déshydratés, céréales complètes, légumes frais produits dans le système hydroponique. L'alimentation était non seulement suffisante, mais équilibrée et savoureuse. « Nous mangeons mieux ici que chez nous en temps normal », reconnaissait Madame Martin. Pierre avait vraiment tout prévu. Cette vie communautaire forcée mais harmonieuse créait une atmosphère particulière où se mêlaient reconnaissance, admiration et une pointe de culpabilité collective face au jugement passé. « Nous avons été injustes », admettait ouvertement Rousseau. « Nous l'avons pris pour un fou, alors qu'il était juste plus intelligent que nous. Il a vu venir ce que nous refusions d'envisager. » Ces excuses publiques, prononcées devant l'ensemble du groupe, marquaient un tournant dans les relations humaines du quartier. Cependant, cette reconnaissance tardive ne grisait pas Montagnard, qui conservait une humilité exemplaire face à cette validation involontaire de ses théories. « J'ai eu de la chance », expliquait-il simplement. Le 10 février 2021, 3e jour de la tempête, marqua le tournant psychologique décisif pour les habitants du quartier des Cèdres. L'accumulation de neige atteignait désormais 70 cm en terrain dégagé et plus de 2 mètres dans les congères formées par le vent, transformant ce paisible quartier résidentiel en paysage arctique impraticable. Plus grave encore, les pannes électriques se multipliaient et s'aggravaient, privant progressivement l'ensemble du secteur d'énergie pour des durées de plus en plus longues. La température extérieure, descendue à 8 degrés, transformait les maisons non chauffées en glacières inhabitables. La première demande d'aide formulée à Montagnard vint de sa voisine immédiate, Madame Durand, veuve de 68 ans, qui vivait seule dans sa maison privée d'électricité depuis la veille au soir. Vers 9 heures du matin, emmitouflée dans tous ses manteaux et tremblant de froid, elle se présenta devant la cabane double avec une humilité
qui contrastait avec ses moqueries passées. « Monsieur Montagnard, balbutia-t-elle, je sais que nous ne nous sommes pas toujours bien entendus à propos de votre construction, mais pourriez-vous m'aider? Ma maison est glacée et je ne sais plus quoi faire. » Montagnard, qui observait depuis 2 jours l'évolution de la situation dans le quartier avec un mélange de compassion et de satisfaction technique, accueillit sa voisine sans le moindre reproche. « Madame Durand, » répondit-il simplement, « entrez donc vous réchauffer. Monique va vous préparer un café chaud. » Cette réaction immédiate et généreuse, dénuée de tout triomphalisme, révélait la qualité humaine de l'homme derrière l'inventeur incompris. La cabane double, conçue pour l'autonomie familiale, s'ouvrait naturellement à la solidarité de voisinage. L'accueil de Madame Durand dans l'espace vital de la cabane lui révéla un niveau de confort et d'équipement qui la stupéfia. Éclairage, LED, chaleureux, température constante de 21 degrés, eau chaude abondante, cuisinière fonctionnelle, connexion Internet satellite, radio d'information. Tout fonctionnait parfaitement comme si aucune crise n'affectait l'extérieur. « Mon Dieu !» murmurait-elle en découvrant cet îlot de normalité. « Comment avez-vous fait? C'est mieux équipé que ma propre maison. » Cette reconnaissance émerveillée de l'efficacité de ces systèmes comblait Montagnard après 3 années d'incompréhension générale. Vers midi, l'arrivée d'une nouvelle famille en détresse, les Rousseau, avec leurs 2 enfants, transforma la cabane double en véritable centre d'accueil de fortune. Michel Rousseau, qui avait été l'un des moqueurs les plus persistants, se présentait maintenant avec ses enfants frigorifiés et son épouse épuisée par une nuit sans chauffage. « Pierre, » déclara-t-il avec une dignité douloureuse, « je me suis trompé sur votre compte. Pouvez-vous nous aider? Les enfants n'en peuvent plus. » Cette reconnaissance publique de son erreur de jugement touchait Montagnard plus que tous les compliments techniques qu'il aurait pu recevoir. L'espace vital de 40 mètres carrés, initialement conçu pour 2 personnes, révélait sa remarquable optimisation en accueillant confortablement 8 personnes. Le design inspiré des cabines d'avion permettait une utilisation multifonctionnelle de chaque zone. Salon le jour, dortoir la nuit, salle de classe pour les enfants, infirmerie si nécessaire. « C'est incroyable », observait Monique Rousseau. « On ne se marche pas dessus malgré l'exiguïté. Tout est pensé pour l'efficacité. » Cette validation de ces choix d'aménagement par des utilisateurs contraints justifiait les années de recherche et d'expérimentation de Montagnard. L'après-midi du 10 février vit arriver successivement d'autres familles du quartier, créant une micro-communauté de survivants rassemblés autour de la cabane double. Leblanc et sa femme, les Martin et leur fille adolescente, même le jeune couple Bertrand avec leur bébé, tous ceux qui avaient moqué ou critiqué cette construction atypique venaient maintenant chercher refuge auprès de l'homme qu'ils avaient considéré comme un excentrique dérangeant. Cette ironie de la situation n'échappait à personne, mais l'urgence de la survie balayait les considérations d'amour-propre. La gestion de cette communauté temporaire révéla les qualités organisationnelles de Montagnard qui, fort de son expérience industrielle, mit en place un système de fonctionnement collectif remarquablement efficace. Rotation pour les repas, planning d'occupation des espaces, répartition des tâches, organisation des communications avec l'extérieur. Tout fut structuré pour optimiser le confort et l'harmonie du groupe. « Pierre nous dirige comme un chef d'équipe », observait Leblanc. « Et franchement, c'est rassurant d'avoir quelqu'un qui sait ce qu'il fait. » La révélation la plus impressionnante pour les réfugiés fut la découverte des réserves alimentaires de Montagnard. Les stocks soigneusement constitués et gérés permettaient de nourrir convenablement 15 personnes pendant plusieurs semaines sans aucune pénurie. Conserves variées, légumes déshydratés, céréales complètes, légumes frais produits dans le système hydroponique. L'alimentation était non seulement suffisante, mais équilibrée et savoureuse. « Nous mangeons mieux ici que chez nous en temps normal », reconnaissait Madame Martin. Pierre avait vraiment tout prévu. Cette vie communautaire forcée mais harmonieuse créait une atmosphère particulière où se mêlaient reconnaissance, admiration et une pointe de culpabilité collective face au jugement passé. « Nous avons été injustes », admettait ouvertement Rousseau. « Nous l'avons pris pour un fou alors qu'il était juste plus intelligent que nous. Il a vu venir ce que nous refusions d'envisager. » Ces excuses publiques, prononcées devant l'ensemble du groupe,
marquait un tournant dans les relations humaines du quartier. Cependant, cette reconnaissance tardive ne grisait pas Montagnard, qui conservait une humilité exemplaire face à cette validation involontaire de ses théories. « J'ai eu de la chance », expliquait-il simplement. « J'ai construit tout cela en pensant à ma famille, pas pour jouer les sauveurs. Si cela peut vous aider, j'en suis heureux, mais l'important c'est que nous passions tous cette épreuve ensemble. » Cette grandeur d'âme face à ses anciens détracteurs forçait le respect et transformait définitivement l'image de l'ingénieur retraité dans l'esprit de ses voisins. Paragraphe 6. Le 4e jour de la tempête, 11 février 2021, révéla l'ampleur véritable de la catastrophe qui frappait non seulement le quartier des Cèdres, mais l'ensemble de la région grenobloise. Les bulletins d'information reçus via la radio amateur de Montagnard décrivaient une situation critique, autoroutes fermées, trains supprimés, aéroports bloqués, et surtout des dizaines de milliers de foyers privés d'électricité, parfois depuis plusieurs jours. Nous assistons à la plus importante tempête de neige depuis 1956, annonçait le préfet de l'Isère. Les services de secours sont débordés, et nous demandons à la population de faire preuve de patience et de solidarité. Cette confirmation que leur quartier n'était pas un cas isolé, mais faisait partie d'une catastrophe régionale majeure, modifia profondément la perception de la situation par les réfugiés de la cabane double. Ce qui avait commencé comme un dérangement local temporaire se révélait être un événement climatique historique aux conséquences durables. Finalement, réfléchissait à voix haute Leblanc, Pierre n'était pas paranoïaque. Il avait juste compris que ces choses-là pouvaient arriver, même ici, même de nos jours. Cette prise de conscience marquait le début d'une réévaluation complète de leur certitude sur la prévisibilité et la sécurité de leur environnement moderne. La cabane double devenait progressivement un centre d'information et de coordination pour l'ensemble du quartier. Grâce à son équipement radio sophistiqué, Montagnard captait les communications d'urgence, les bulletins météorologiques spécialisés et même les échanges entre les services de secours. Ces informations, relayées aux familles présentes, permettaient de maintenir un moral collectif et de prendre des décisions éclairées. Sans Pierre, nous serions complètement coupés du monde, reconnaissait Madame Martin. Sa radio est notre seul lien avec la réalité extérieure. L'organisation de la vie quotidienne dans cet espace restreint révélait des aspects insoupçonnés de la personnalité de chacun. Les enfants Rousseau, initialement perturbés par cette situation exceptionnelle, s'adaptaient avec la plasticité remarquable de leur âge et transformaient même cette cohabitation forcée en aventure ludique. « C'est comme du camping », s'exclamait le petit Thomas, 8 ans. En plus, Monsieur Montagnard nous explique plein de choses sur les machines et l'électricité. Cette capacité d'émerveillement enfantine apportait une note de légèreté bienvenue dans l'atmosphère tendue des adultes. L'aspect le plus remarquable de cette cohabitation forcée était l'absence totale de tension ou de conflit malgré la promiscuité et le stress de la situation. L'organisation méthodique mise en place par Montagnard, combinée à la reconnaissance collective de leur dette envers leur hôte, créait une harmonie sociale exceptionnelle. Chacun apportait sa contribution selon ses compétences. Monique Rousseau organisait les activités des enfants, Leblanc tenait un journal de bord de la situation. Madame Martin gérait l'intendance alimentaire, créant une véritable micro-société solidaire. Le 5e jour, 12 février, marqua l'apogée de la tempête avec des vents atteignant 120 km, qui transformaient la neige en véritable blizzard. La visibilité était nulle. Les congères atteignaient parfois 3 mètres de hauteur, et même les véhicules de déneigement municipaux avaient cessé leurs interventions par mesure de sécurité. « C'est l'enfer blanc », commentait dramatiquement le journaliste de France Bleu Isère. Nous n'avons jamais connu une situation météorologique de cette ampleur dans notre région. Cette escalade dans l'exceptionnalité de l'événement renforçait la conscience collective d'être les témoins et les victimes d'un phénomène historique. À l'intérieur de la cabane double, l'ambiance restait étonnamment sereine malgré le chaos extérieur. L'isolation acoustique exceptionnelle de la construction atténuait le hurlement du vent, le chauffage maintenait une température constante
et l'éclairage créait une atmosphère chaleureuse qui contrastait dramatiquement avec la fureur des éléments dehors. « Nous sommes dans une bulle de civilisation », observait philosophiquement Leblanc. Dehors, c'est l'état de nature. Ici, c'est encore le monde moderne. Pierre a créé un îlot de résistance à l'apocalypse climatique. Cette métaphore de l'îlot de résistance prenait une dimension particulière quand Montagnard racontait les principes qui avaient guidé sa conception. « J'ai voulu créer un système résilient », expliquait-il à son auditoire captivé. En aéronautique, on appelle cela la redondance. Si un système tombe en panne, un autre prend le relais. Ma cabane applique ce principe à l'habitat. Panneaux solaires et générateurs pour l'électricité, poêle à bois et chauffage électrique pour la chaleur, réserve et production pour la nourriture. Chaque fonction vitale a au moins 2 sources d'approvisionnement. Cette explication technique passionnait particulièrement Michel Rousseau, qui découvrait une approche de l'ingénierie qu'il n'avait jamais envisagée dans son travail de comptable. « C'est fascinant », reconnaissait-il. « Tu appliques à la maison les mêmes principes de sécurité que pour un avion. Pourquoi ne construit-on pas toutes les maisons comme ça ?» Cette interrogation ouvrait un débat sur les choix technologiques et sociétaux qui privilégient l'économie immédiate au détriment de la résilience à long terme. La réponse de Montagnard révélait sa philosophie profonde, parce que nous vivons dans l'illusion de la permanence des services. Nous croyons que l'électricité, l'eau, le chauffage seront toujours disponibles. Alors nous construisons des maisons qui deviennent inhabitables dès que ces services défaillent. Nous avons oublié que nos ancêtres construisaient des maisons qui restaient vivables, quelles que soient les circonstances extérieures. Cette sagesse ancestrale adaptée aux technologies modernes résumait parfaitement sa démarche intellectuelle. Le 6e jour, 13 février, vit une légère accalmie dans les chutes de neige, mais aucune amélioration dans les conditions générales. L'accumulation totale atteignait maintenant plus d'1 mètre en terrain plat et plusieurs mètres dans les congères. Surtout, les températures restaient négatives, transformant la neige en glace et rendant tout déplacement extérieur extrêmement dangereux. La situation va rester critique pendant plusieurs jours encore, annonçaient les autorités. Le dégel ne commencera pas avant la semaine prochaine et le retour à la normale prendra probablement 15 jours. Cette perspective d'une crise prolongée modifiait encore la perception de la situation par les réfugiés. Ce qui avait d'abord été vécu comme un événement exceptionnel mais temporaire se révélait être une épreuve de longue durée qui testait véritablement la résilience de leur organisation collective. « Heureusement que nous avons Pierre », murmurait Madame Durand. « Sans lui, que serions-nous devenus? Nous aurions peut-être tous gelé dans nos maisons. » Cette reconnaissance de leur dépendance vitale envers l'homme qu'ils avaient de moquer créait une gratitude profonde mêlée d'une certaine humiliation rétrospective. Paragraphe 7. Le 7e et dernier jour de la tempête, 14 février 2021, coïncida symboliquement avec la Saint-Valentin, transformant cette date traditionnellement consacrée à l'amour en journée de réconciliation et de reconnaissance collective pour les habitants du quartier des Cèdres. Les chutes de neige avaient enfin cessé dans la nuit, révélant au matin un paysage totalement métamorphosé où seules quelques cheminées et antennes émergeaient d'un océan blanc immaculé. Le silence était saisissant, comme si la nature elle-même avait besoin de reprendre son souffle après cette démonstration de force exceptionnelle. À l'intérieur de la cabane double, l'atmosphère était paradoxalement festive malgré l'isolement total qui persistait. Montagnard avait organisé un petit déjeuner spécial pour célébrer la fin de la tempête, utilisant ses réserves les plus précieuses, café véritable, pain frais cuit dans son four solaire, confiture maison et même du chocolat pour les enfants. « Nous avons survécu ensemble à quelque chose d'exceptionnel », déclara-t-il solennellement. « Cela mérite d'être célébré. Nous formons maintenant une vraie communauté, forgée par l'épreuve. » Cette cérémonie improvisée marquait symboliquement la transformation définitive des relations de voisinage. La journée fut consacrée aux premiers efforts de déblaiement et d'évaluation des dégâts dans le quartier. Organisés en équipe par Montagnard, les hommes valides entreprirent de dégager les accès aux maisons et d'évaluer l'état des toitures sous le poids de la neige. Cette activité collective, dirigée avec la méthodologie d'un chef de projet expérimenté,
révélait une fois de plus les qualités de leadership de l'ingénieur retraité. Pierre organise notre sauvetage comme une mission spatiale, observait admirativement Leblanc. Chaque geste est calculé, chaque effort optimisé. L'exploration des maisons abandonnées révéla l'ampleur des dégâts évités grâce au refuge de la cabane double. Plusieurs toitures s'étaient partiellement effondrées sous le poids de la neige, des canalisations avaient gelé et éclaté, des systèmes de chauffage étaient tombés en panne faute d'entretien approprié pendant la crise. Si nous étions restés chez nous, réalisait avec effroi Madame Martin, nous aurions eu bien plus que du froid à affronter. Nous aurions pu être blessés ou pire. Et cette prise de conscience des dangers évités renforçait encore la gratitude collective envers leurs sauveurs. L'évaluation technique des dommages dans le quartier confirma la pertinence des choix constructifs de Montagnard. Sa cabane double, conçue pour résister aux conditions extrêmes, n'avait subi aucun dégât malgré l'intensité exceptionnelle de la tempête. Toiture renforcée, isolation maximisée, système redondant. Tout avait fonctionné selon les spécifications prévues. Ta cabane a mieux résisté que nos maisons principales, reconnaissait Michel Rousseau. Elle était surdimensionnée pour nos conditions climatiques habituelles, mais finalement, elle était juste dimensionnée pour les conditions exceptionnelles. Cette validation technique par l'épreuve ouvrait des perspectives nouvelles pour l'avenir du quartier. Plusieurs voisins commençaient déjà à envisager des améliorations de leur propre habitat inspirées par les innovations de Montagnard. « Je vais installer des panneaux solaires et un poêle à bois », annonçait Leblanc, « et peut-être constituer quelques réserves alimentaires. » Cette expérience m'a ouvert les yeux sur notre fragilité. Cette prise de conscience collective marquait le début d'une transformation profonde de la culture de prévention dans la communauté. L'après-midi vit arriver les premières équipes de secours municipales qui, après 6 jours d'efforts, parvenaient enfin à atteindre le quartier des Cèdres. L'état-major de crise, dirigé par le maire d'Échirolles en personne, découvrait avec stupéfaction une communauté parfaitement organisée et autonome qui avait non seulement survécu sans aide extérieure, mais prospéré malgré les conditions extrêmes. « C'est remarquable », reconnaissait le maire. « Nous nous attendions à trouver des sinistrés en détresse, et nous découvrons une communauté résiliente parfaitement organisée. » Le responsable des services techniques municipaux, ingénieur de formation, fut particulièrement impressionné par les installations de Montagnard. « Monsieur, » lui déclara-t-il avec respect, « votre réalisation est exceptionnelle. Elle devrait servir d'exemple pour repenser nos normes de construction en zone à risque climatique. Seriez-vous disposé à partager votre expérience avec nos services ?» Cette reconnaissance officielle marquait la consécration publique du travail de l'ingénieur retraité. La soirée du 14 février fut consacrée à une célébration collective dans la cabane double, dernière soirée de cette cohabitation extraordinaire qui avait transformé 14 voisins indifférents ou hostiles en communauté solidaire. Chacun témoigna de son expérience, de sa gratitude et de ses projets d'amélioration personnelle inspirés par cette leçon de résilience. « Nous ne serons plus jamais les mêmes », résumait Monique Rousseau. Pierre nous a appris que la sécurité véritable ne vient pas des services extérieurs, mais de notre capacité à nous organiser et à prévoir. Le discours final de Montagnard révéla la profondeur philosophique de sa démarche. « Mes amis, » déclara-t-il avec émotion, « cette semaine m'a apporté plus de satisfaction que toutes mes années d'ingénierie, non pas parce que mes systèmes ont fonctionné, mais parce qu'ils ont servi à créer de la solidarité humaine. La technique n'a de sens que si elle rapproche les hommes au lieu de les isoler. Vous m'avez donné le plus beau compliment qu'un ingénieur puisse recevoir. Vous m'avez fait confiance avec vos vies. Cette reconnaissance mutuelle, cette transformation des moqueries en respect, cette évolution des certitudes en humilité marquait bien plus qu'une simple réconciliation de voisinage. Elle illustrait la capacité humaine à remettre en question ses préjugés face à l'évidence, à reconnaître ses erreurs et à grandir collectivement grâce aux épreuves partagées. La cabane double était devenue le symbole d'une communauté transformée par l'adversité et unie par la reconnaissance de sa vulnérabilité commune. Paragraphe 8. Les semaines qui suivirent la tempête historique de février 2021 transformèrent radicalement la réputation de Pierre Montagnard, qui passa du statut d'excentrique dérangeant à celui de visionnaire respecté et consulté. Les médias locaux, puis régionaux,
s'emparèrent de cette histoire extraordinaire de prévoyance et de solidarité qui contrastait avec les nombreux récits de détresse et d'impréparation qui marquèrent cet épisode climatique exceptionnel. L'homme qui avait tout prévu, titré Le Dauphiné libéré en première page, accompagné d'une photo de la cabane double émergeant fièrement du manteau neigeux. L'interview télévisée accordée par Montagnard à France 3 Alpes attira une attention nationale inattendue. Son explication calme et méthodique des principes qui avaient guidé sa construction, sa modestie face à cette validation spectaculaire de ses théories et surtout son insistance sur l'aspect communautaire de cette expérience touchèrent profondément l'opinion publique. « Je n'ai pas construit cette cabane pour moi seul », expliquait-il face caméra, mais pour créer un point de résistance qui pourrait servir à toute ma communauté en cas de besoin. L'autonomie individuelle n'a de sens que si elle peut devenir solidarité collective. Cette philosophie de la résilience communautaire séduisit rapidement des audiences, bien au-delà de la région grenobloise. Des municipalités de zones à risque climatique contactèrent Montagnard pour étudier l'adaptation de ces solutions à leurs propres problématiques territoriales. Des architectes spécialisés dans le développement durable sollicitèrent ses conseils pour intégrer ces innovations dans leurs projets. Des écoles d'ingénieurs l'invitèrent à témoigner de son expérience devant leurs étudiants. Le maire d'Échirolles, soucieux de capitaliser sur cette notoriété positive de sa commune, proposa officiellement à Montagnard de devenir consultant municipal pour les questions de résilience climatique. « Monsieur Montagnard, lui déclara-t-il lors d'une cérémonie publique, votre expérience nous enseigne que l'adaptation au changement climatique ne passe pas seulement par de grandes politiques nationales, mais aussi par l'innovation locale et la prévoyance individuelle. Nous avons besoin de votre expertise. » Cette reconnaissance officielle marquait la consécration publique de son travail. Dans le quartier des Cèdres, la transformation était spectaculaire. Fini les moqueries et les critiques. Montagnard était devenu une célébrité locale respectée et consultée sur tous les sujets touchant à l'amélioration de l'habitat et à la prévention des risques. Ses anciens détracteurs rivalisaient maintenant de projets d'amélioration inspirés par ses innovations. Leblanc installait des panneaux solaires et un poêle à bois, les Rousseau constituaient des réserves alimentaires d'urgence. Madame Martin équipait sa maison d'un groupe électrogène de secours. Cette émulation collective transformait progressivement l'ensemble du quartier en zone pilote de résilience climatique. L'installation de citernes de récupération d'eau de pluie, la création d'un jardin communautaire pour l'autonomie alimentaire partielle, l'organisation de formations aux premiers secours et à la gestion de crise. Chaque mois voyait naître de nouvelles initiatives inspirées par l'exemple de la cabane double. Pierre a créé une révolution tranquille, observait admirativement le maire. Il a transformé un quartier de consommateurs dépendants en communauté de citoyens responsables. L'aspect le plus remarquable de cette transformation était son caractère volontaire et enthousiaste. Loin d'être vécu comme des contraintes pénibles, ces améliorations étaient perçues comme des investissements intelligents dans la sécurité familiale et la qualité de vie. Nous avons découvert que l'autonomie, c'est la liberté, expliquait Michel Rousseau. Plus nous sommes indépendants des services extérieurs, moins nous sommes vulnérables à leurs défaillances. C'est paradoxalement très moderne comme approche. Cette évolution des mentalités attira l'attention de chercheurs en sociologie urbaine qui vinrent étudier ce laboratoire de résilience spontanée. Le professeur Dubois de l'Université Grenoble-Alpes dirigea une étude sur les mécanismes sociologiques qui avaient permis cette transformation si rapide et si profonde d'une communauté. Nous observons ici, analysait-il, un phénomène rare de changement de paradigme collectif déclenché par un événement traumatisant, mais maîtrisé grâce à l'innovation d'un individu visionnaire. C'est un cas d'école pour comprendre l'adaptation sociale au changement climatique. L'influence de Montagnard dépassa rapidement les frontières communales pour inspirer des initiatives similaires dans toute la France. Des clubs de résilience se créent dans diverses communes, rassemblant des habitants désireux de développer leur autonomie énergétique et alimentaire. Des cabanes doubles, adaptées aux spécificités locales, commencèrent à apparaître dans des jardins de banlieue, témoignant de la diffusion de ces innovations. Pierre a lancé un mouvement, observait sa femme Monique. Il ne s'attendait pas à devenir un gourou de la survie climatique.
Cette notoriété grandissante s'accompagna de sollicitations commerciales que Montagnard refusa systématiquement, fidèle à sa philosophie du partage désintéressé des connaissances. « Je ne brevetterai aucune de mes innovations », annonça-t-il publiquement. « Ces solutions doivent rester accessibles à tous. Mon objectif n'est pas de m'enrichir, mais de contribuer à la résilience collective face au changement climatique. » Cette générosité intellectuelle renforçait encore son prestige moral et sa crédibilité. L'année 2021 s'acheva sur la publication d'un livre coécrit par Montagnard et le journaliste qui avait couvert son histoire, La cabane double, manuel de résilience climatique pour tous. Cet ouvrage pratique, qui détaillait ses innovations techniques tout en racontant l'aventure humaine de la tempête, rencontra un succès de librairie inattendu. « Nous offrons les plans et les explications », écrivait Montagnard en introduction, à chacun de les adapter à ses besoins, ses moyens et son environnement. La résilience se décline au pluriel. Paragraphe 9. L'année 2022 marqua un tournant décisif dans la carrière post-retraite de Pierre Montagnard, qui se retrouva malgré lui au centre d'un mouvement national de résilience citoyenne dont il était devenu la figure emblématique. Invité à témoigner devant la commission parlementaire sur l'adaptation au changement climatique, il présenta avec sa rigueur d'ingénieur une analyse des vulnérabilités des habitats modernes et des solutions techniques accessibles pour les réduire. « Nous avons créé une civilisation du confort qui s'effondre dès que les services manquent », expliquait-il aux députés captivés. Il faut retrouver la robustesse sans renoncer au progrès. Cette intervention parlementaire déboucha sur une mission gouvernementale visant à intégrer les principes de résilience dans les normes de construction françaises. Montagnard fut nommé expert consultant auprès du ministère de la Transition écologique, fonction qu'il accepta à condition de pouvoir continuer ses expérimentations dans son quartier devenu laboratoire grandeur nature. L'innovation naît de la pratique, insistait-il. On ne peut pas concevoir la résilience dans un bureau parisien, il faut l'expérimenter sur le terrain. Le quartier des Cèdres était effectivement devenu un site d'expérimentation unique en France. Chaque famille avait développé ses propres adaptations inspirées par l'exemple de la cabane double, créant un écosystème de solutions complémentaires qui renforçait la résilience collective. Le jardin communautaire produisait désormais 30% des légumes consommés dans le quartier. Les systèmes énergétiques individuels formaient un micro-réseau solidaire et un système d'alerte et d'entraide fonctionnait de manière permanente. Cette évolution attira des délégations internationales venues étudier ce modèle français de résilience climatique urbaine. Des représentants de villes canadiennes confrontées au grand froid, d'agglomérations australiennes menacées par les incendies, de métropoles japonaises exposées aux typhons, vinrent comprendre comment une communauté pouvait se transformer face aux risques climatiques. Votre approche, observait un urbaniste de Toronto, combine innovation technique et cohésion sociale. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Montagnard accueillait ses visiteurs avec la même générosité qu'il avait manifestée envers ses voisins en détresse. Visite guidée, explications techniques, partage d'expériences. Il prodiguait ses conseils sans compter, heureux de voir ses innovations inspirer d'autres communautés. Chaque solution adaptée ailleurs est une victoire collective, philosophait-il. Le changement climatique est un défi global qui exige des réponses locales adaptées. Cette vision globale de l'innovation séduisait particulièrement les experts internationaux. L'impact médiatique de cette histoire dépassait largement le domaine technique pour toucher aux questions sociétales profondes. Des sociologues analysaient cette transformation d'un quartier comme révélatrice de l'évolution des mentalités face aux enjeux environnementaux. Des psychologues étudiaient les mécanismes qui avaient permis de transformer la moquerie en admiration, l'individualisme en solidarité. Cette histoire, analysait le professeur Martin de Sciences Po, illustre parfaitement comment l'innovation peut catalyser le changement social. Les retombées économiques de cette notoriété bénéficiaient à toute la commune d'Échirolles qui voyait affluer visiteurs, stagiaires et délégations officielles. Un centre de formation à la résilience climatique fut créé dans la commune, proposant des stages pratiques animés par Montagnard et ses voisins, devenus experts en adaptation climatique.
Pierre a transformé notre commune en destination du tourisme durable, se félicitait le maire. Nous sommes devenus un modèle à visiter et à imiter. Cette reconnaissance grandissante s'accompagnait cependant d'une certaine lassitude chez Montagnard, qui n'avait jamais recherché cette notoriété publique. « Je voulais juste protéger ma famille et aider mes voisins », confiait-il parfois à sa femme. « Je ne m'attendais pas à devenir une figure publique. » Monique, pragmatique, l'encourageait à assumer cette responsabilité. « Tu as quelque chose d'important à transmettre, Pierre. Tu ne peux pas te contenter de le garder pour toi. » L'organisation de la première université d'été de la résilience climatique dans le quartier des Cèdres en juillet 2022 marqua l'apogée de cette reconnaissance. Pendant une semaine, des experts, des étudiants, des élus et des citoyens venus de toute l'Europe se formèrent aux techniques développées par Montagnard et sa communauté. Cette manifestation, gratuite et ouverte, illustrait parfaitement la philosophie de partage désintéressé qui animait le créateur de la cabane double. Le succès de cette université d'été dépassa toutes les espérances. Plus de 300 participants, des ateliers techniques, des conférences, des démonstrations pratiques. Pendant une semaine, le paisible quartier résidentiel se transforma en campus d'innovation climatique. Nous avons créé sans le vouloir un nouveau modèle de formation, observait Montagnard. L'apprentissage par l'expérience directe dans un environnement réel. C'est plus efficace que tous les cours théoriques. Et cette réussite ouvrait des perspectives nouvelles pour l'avenir. Des propositions affluaient pour reproduire cette expérience dans d'autres régions, créer un réseau de quartiers résilients, développer une formation diplômante à la résilience climatique. Nous avons ouvert une voie, réfléchissait Montagnard. Maintenant, il faut que d'autres la suivent et l'améliorent. L'innovation ne s'arrête jamais. Cette vision prospective révélait que l'ingénieur retraité n'avait pas fini de surprendre et d'inspirer ses contemporains. Paragraphe 10. L'hiver 2023, exactement 2 ans après la tempête historique qui avait révélé la valeur de ces innovations, offrit à Pierre Montagnard l'occasion de mesurer pleinement l'impact de son travail sur sa communauté et au-delà. Le quartier des Cèdres, désormais labellisé Écoquartier résilient par la région Auvergne-Rhône-Alpes, était devenu un modèle international étudié et imité sur tous les continents. Des délégations venues du Japon, du Canada, de Nouvelle-Zélande et même d'Afrique du Sud venaient régulièrement découvrir cette transformation exemplaire d'une banlieue ordinaire en laboratoire d'innovation climatique. La reconnaissance la plus émouvante pour Montagnard vint de ses anciens détracteurs, devenus ses plus fervents disciples. Leblanc, qu'il avait surnommé ironiquement l'homme de l'Apocalypse, dirigeait désormais le comité de quartier transformé en conseil de résilience, qui coordonnait toutes les initiatives d'adaptation climatique. « Pierre nous a sauvé la vie », déclarait-il régulièrement aux visiteurs, mais surtout, il nous a appris à nous sauver nous-mêmes. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse recevoir d'un voisin. Et cette transformation personnelle de chaque habitant constituait peut-être l'héritage le plus durable de l'aventure de la cabane double. Madame Durand, jadis critique acerbe de cette horreur qui défigure le quartier, était devenue experte en permaculture urbaine et animait des ateliers de jardinage résilient pour les nouvelles familles qui s'installaient dans le quartier attiré par sa réputation. J'ai découvert à 70 ans que j'avais encore des choses à apprendre, témoignait-elle avec émotion. Pierre m'a ouvert des horizons que je n'imaginais même pas. L'évolution la plus spectaculaire concernait Michel Rousseau, qui avait créé une entreprise spécialisée dans l'audit de résilience climatique des habitations. Formé par Montagnard aux techniques d'évaluation des vulnérabilités, il proposait désormais ses services aux particuliers et aux collectivités pour améliorer leur capacité de résistance aux événements climatiques extrêmes. « Pierre a transformé ma vision professionnelle », expliquait-il. « J'ai quitté la comptabilité pour l'ingénierie de la résilience. À 50 ans, j'ai enfin trouvé ma vocation. » Cette démultiplication des compétences illustrait parfaitement la philosophie pédagogique de Montagnard qui avait toujours privilégié la transmission à l'accumulation. Chaque habitant du quartier était devenu formateur potentiel dans sa spécialité, créant un écosystème d'apprentissage permanent qui attirait des étudiants du monde entier. Nous avons créé sans le vouloir une université populaire de la résilience, observait-il avec fierté.
Chacun enseigne ce qu'il a appris et apprend ce que les autres enseignent. La cabane double elle-même avait évolué pour devenir un véritable centre de recherche et de formation. Montagnard y avait ajouté de nouveaux modules expérimentaux, système de climatisation passive pour les canicules, unité de production d'hydrogène pour le stockage énergétique long terme, laboratoire d'analyse de l'air et de l'eau automatisé. Cette évolution permanente maintenait l'installation à la pointe de l'innovation tout en servant de démonstrateur pour les visiteurs. L'impact scientifique de ces innovations dépassait largement le cadre local. Plusieurs publications dans des revues internationales d'ingénierie avaient documenté et analysé les solutions développées dans le quartier des Cèdres. Des thèses de doctorat étudièrent les aspects sociologiques, techniques et économiques de cette transformation. « Nous sommes devenus, malgré nous, un cas d'école », plaisantait Montagnard. Des étudiants analysent nos faits et gestes pour comprendre comment l'innovation sociale se diffuse. La reconnaissance institutionnelle culmina avec l'attribution à Montagnard du titre de Chevalier de la Légion d'honneur pour ses services rendus à l'adaptation climatique. Cette distinction, remise par le ministre de la Transition écologique en présence de tous ses voisins, scellait symboliquement la transformation complète de sa réputation. De l'excentrique du quartier au chevalier de la République, ironisait affectueusement sa femme Monique, « Tu n'as pas fini de me surprendre après 40 ans de mariage ». Cependant, cette consécration officielle ne modifiait en rien l'humilité et la simplicité de Montagnard, qui continuait à recevoir personnellement chaque visiteur, à expliquer patiemment ses innovations et à encourager l'adaptation locale plutôt que la copie servile. Chaque territoire a ses spécificités, répétait-il inlassablement. Il ne faut pas copier ma cabane, il faut comprendre ma démarche et l'adapter à vos contraintes. L'intelligence, c'est l'adaptation, pas l'imitation. L'héritage de cette aventure extraordinaire, commencée par les moqueries et révélée par une tempête de neige, dépassait largement la simple innovation technique. Elle démontrait que l'innovation naît souvent de l'incompréhension, que la vision à long terme peut triompher des préjugés à court terme, et surtout que la solidarité humaine reste la meilleure réponse aux défis les plus redoutables. Ma cabane double, concluait Montagnard lors de ses conférences, n'était qu'un prétexte pour créer de la communauté. En fin de compte, la vraie résilience, c'est celle qui unit les hommes face à l'adversité. Cette leçon, simple en apparence mais profonde en réalité, continuait d'inspirer des communautés du monde entier confrontées aux défis du changement climatique. L'homme qui avait commencé par construire un refuge pour sa famille avait fini par édifier un modèle d'espoir pour l'humanité. La cabane double était devenue le symbole que l'ingéniosité humaine, guidée par la générosité et la prévoyance, peut transformer les moqueries d'aujourd'hui en solutions de demain.